plus je me considère comme une créature, plus je me considère comme un être humain, plus je me considère comme Franck, plus je me considère comme une personne, moins je vais avoir de libre arbitre, et moins je vais avoir de liberté, et moins je vais être créateur. Et à l'inverse, plus je vais savoir que ce que je suis, c'est la conscience, qui a conscience, qui est conscience de ce corps, qui a conscience des autres corps au même titre, qui a conscience de cette impression d'espace et de temps, et qui contient tout cela, plus évidemment je vais reconnaître que je suis créateur et que je suis libre. Et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est grâce à ça que je vais exercer mon plein libre arbitre. Maintenant, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va comprendre qui on est réellement. On va le comprendre, mais il faut prendre son temps. Et quand on n'est pas absolument prêt pour le comprendre, on va rester pendant un certain temps dans une période intermédiaire où on va continuer d'agir et de toute façon on va continuer toujours d'agir en tant qu'être humain. On ne peut pas agir en tant qu'autre chose qu'être humain. L'être agit à travers les êtres, à travers les plantes, à travers les animaux, à travers tout le monde. Et il ne peut pas agir tout seul. Il agit que parce que nous sommes matérialisés. Mais plus je m'identifierai à ce qui contient cela, ce qui anime cela, ce qui engendre cela, évidemment, plus je vais me reconnaître créateur. Et plus je vais me reconnaître responsable. Maintenant, en tant qu'être humain, parce que nous sommes aussi bien sûr des êtres humains, nous sommes aussi des égaux, nous sommes incarnés, etc. Parce que l'être ne peut pas faire autrement que de s'incarner, il s'incarne sous toutes les formes que nous percevons, que nous voyons, y compris cette forme-là. Et comme je vais continuer d'agir en tant que tel, je ne vais pas pouvoir bénéficier de cette liberté pleine et entière. Il ne faut pas que j'espère pouvoir aujourd'hui faire que la Terre va tourner autour d'un autre soleil ou que le soleil va tourner dans l'autre sens ou des choses comme ça. Ça ne me concerne pas personnellement, ça concerne l'être. Et donc il y a un tas de choses au niveau de la liberté et de la créativité auxquelles il faut renoncer. Mais il ne faut pas renoncer au libre arbitre pour autant. Et on peut reconnaître un immense libre arbitre si on distingue bien ce qui est passé de ce qui n'est pas passé. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc à chaque instant, en fait, j'ai un libre arbitre total qui va orienter complètement ma vie, mais je ne le sais pas en général, et je réagis par réflexe, je réagis de façon qui sont à peu près toujours les mêmes, parce que je suis attaché à une certaine forme de mon ego, à une certaine personnalité, et cela fait que mes besoins restent les mêmes. Donc à partir de là, c'est comme si je n'avais pas du tout de libre arbitre. Mais en réalité, j'ai un énorme libre arbitre parce que si je fais un effort de retour sur moi-même, je peux réagir de façon complètement différente par rapport à ces événements. Et si je réagis de façon différente, alors je change mes besoins spirituels. Et ce sont ces besoins spirituels qui vont se manifester dans mon futur. Donc c'est très très important. Encore faut-il pour ça comprendre vraiment qui je suis, comment je crée, et tout ça, et qu'est-ce que le passé, pourquoi il y a l'être, et pourquoi... à quoi tout cela sert. Mais tout ça, c'est les questions de la haute métaphysique. L'incarnation, c'est le seul mode de fonctionnement possible de l'être, c'est-à-dire de l'énergie. Il ne peut pas ne pas y avoir d'incarnation, parce que l'être sans incarnation, il serait continué pour certaines questions qu'on explique d'ailleurs dans le module 1 de l'université, dans le module 2. L'univers est discontinu, il y a des apparences, l'énergie a une apparence, l'énergie se manifeste, l'énergie s'incarne, elle ne peut pas faire autrement, mais il faut le comprendre. Et c'est seulement une fois qu'on a compris pourquoi l'énergie se limite à un monde fini, alors que potentiellement et naturellement on devrait se dire que tout cela devrait être infini, l'énergie devrait être infinie, or elle ne l'est pas, elle se limite à une certaine vitesse, à une certaine chose. Et la matière, le monde, l'incarnation, c'est le fait de se limiter à quelque chose, au lieu d'être infini, que l'incarnation est absolument nécessaire, mais à chaque instant, l'incarnation est différente. C'est-à-dire qu'à chaque instant, je suis un être différent. Je suis une personne différente, mais l'être est le même. C'est pas l'être qui est différent. L'être est une évolution permanente, une évolution perpétuelle, qui fait qu'à chaque instant, l'ego est différent. À chaque instant, la personne est différente. Un petit peu, pas beaucoup. Dans l'ensemble, nous gardons nos mêmes habitudes, mais un petit peu. Et ça, c'est tout à fait essentiel pour comprendre et accepter l'incarnation et la vivre, parce que s'il y a une chose que la haute métaphysique sert
à réaliser, c'est certainement de mieux s'incarner, d'être mieux en relation avec la matière. La spiritualité, c'est une relation à la matière, ce n'est pas une relation à l'esprit. Il n'y a pas de relation à l'esprit, nous sommes l'esprit. En général, on a peur de s'incarner. La plupart des gens qui s'intéressent aux questions spirituelles ont peur de s'incarner, s'incarnent à moitié, et donc vivent toute leur vie un peu à côté de leur mission, à côté de leur destin, etc. Et on est là justement pour éviter ça, pour faire que chacun soit vraiment dans ses baskets. Tout est dans la distinction entre moi et soi, entre l'ego et l'être. L'être, c'est la conscience, pas seulement la conscience, mais c'est la conscience qui contient tout ce que nous percevons, toutes nos sensations. La guérison spirituelle, en tout cas disons l'éveil, la connaissance de soi, consiste à s'identifier de moins en moins à l'ego, je ne dis pas du tout, s'identifier de moins en moins à l'ego et de plus en plus à ce qui est créateur de cet ego et ce qui anime et ce qui a conscience de cet ego, de cette personne. La personne en général fait tout pour s'attacher au passé, évidemment, puisque c'est ça qui constitue l'ego, et donc elle se méfie, qu'elle déteste le changement et l'avenir, et donc le but, et donc le soi qui est ce but, mais ça on s'en expliquera à l'occasion, mais c'est beaucoup d'explications pour comprendre ça. Alors qu'elle prétend vouloir évoluer. On prétend vouloir évoluer, on prétend vouloir changer, mais en réalité, si on se limite, c'est parce qu'on le veut bien. Et on le veut bien pourquoi? Parce qu'on veut rester identifié à ses mémoires. On a besoin de cela absolument. Et c'est normal. Il n'y a pas lieu de se dire je vais les supprimer. On ne va pas supprimer les mémoires. On ne peut pas vivre sans ces mémoires. L'être ne peut pas ne pas être incarné. Et il ne peut être incarné qu'à travers la sensation d'un passé, c'est-à-dire ses mémoires. Et donc la première chose, c'est avant tout, non pas de vouloir les éliminer, ou de s'en méfier, ou de vouloir les guérir. Il n'y a rien à guérir en réalité. Il y a juste à guérir son attitude à soi par rapport au but, par rapport à ce qu'on est vraiment, par rapport à mon désir d'être effectivement ce que je suis, même si ça remet en cause tout ce que j'ai vécu avant. C'est à moi de décider comment j'utilise ce passé, comment j'utilise cette mémoire. Parce que quoi que ce soit, c'est toujours une mémoire. C'est toujours un souvenir. Et il n'y a aucune raison que je souffre maintenant d'un souvenir qui date d'hier. Il n'y a aucune raison que je souffre dans le présent d'un événement qui est passé, puisqu'il est passé. Par quel miracle est-ce que j'arrive à souffrir maintenant de quelque chose qui est passé? De mon éducation, d'un chagrin d'amour ou d'autre chose? C'est passé effectivement. Bon, provisoirement, parce que tout est provisoire. Tout cela, ça évolue, et petit à petit, on change. Petit à petit, on prend conscience des choses. Le manque d'amour pour soi, c'est le manque de confiance dans le but. Parce que c'est pareil, je ne suis pas un hasard. Franck n'est pas un hasard, il est comme il est, parce qu'il était nécessaire à un moment donné qu'il y ait un Franck quelque part pour jouer tel ou tel rôle. Bon, c'est ça s'incarner, c'est dire, je le joue ce rôle, puis voilà. Mais évidemment, je peux me dire, je me compare aux autres. Et si je me compare aux autres parce que je m'identifie à ma personne, mais je peux aussi m'identifier au tout, m'identifier à la conscience, au créateur, à l'être que je suis réellement, c'est-à-dire à ce qui en moi est conscience d'être quelque chose. Et dans ce cas-là, je sais que chacun, y compris moi, est nécessaire pour réaliser, pour contribuer à cette réalisation universelle. On est tous nécessaires à la réalisation du grand tout, et on est donc quelque part tous nécessaires à la réalisation de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que ce que je suis va aider l'autre à être ce qu'il est, et l'autre va m'aider à être ce que je suis. Mais pour avoir cette notion-là qui va faire qu'on va s'aimer soi-même, il faut avoir la confiance dans le tout. Il faut avoir confiance dans ce but qui nous tire en avant et qui nous a créés chacun pour notre part. Que évidemment beaucoup appellent Dieu, c'est pas le problème, c'est un mot comme un autre, quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on l'appelle Dieu, mais ce n'est pas grave, on l'appelle comme on veut. Ce qui compte, c'est d'avoir perçu, d'avoir la compréhension profonde que effectivement, il y a un but, rien n'est le hasard, ce but est le seul créateur possible parce que seul un but peut engendrer de l'énergie, et cette énergie ne peut pas être sans forme.
pour comprendre le temps, il faut déjà comprendre l'esprit. Si on comprend l'esprit, on comprend le temps. Il faut comprendre que le temps, c'est... Il y a un but, ce but est impossible, et parce qu'il est impossible, alors on progresse vers ce but parce que ça reste un but, ça reste une nécessité. Donc c'est l'évolution qui nous donne le sentiment de temps. Et ça évolue toujours parce que le but est toujours là. Et on y va toujours. On ne peut pas faire autrement que d'y aller. Mais on ne peut jamais l'atteindre. Donc on le repousse toujours. Donc on est toujours en train de se dire, il y aura demain. Et demain, je pourrai faire ce que j'ai à faire. C'est aussi ce qui fait la mémoire. C'est aussi ce qui fait que le temps, c'est aussi l'accumulation de la mémoire. J'accumule dans le présent, parce que c'est dans le présent que tout ça se passe, j'accumule des mémoires, parce qu'à chaque instant, je vis des choses différentes. Et ce sont ces mémoires qui font que j'ai l'impression qu'il y a un passé, j'ai l'impression qu'il y a un avenir. Parce que je compare ce que j'ai vécu jusqu'à présent à, même si c'est inconscient, à ce qui devrait être. Si on a une grande confiance dans ce but, et qu'on sait que de toute façon, il est fait pour... D'abord, il n'est jamais réalisé. Donc il n'y a pas à comparer un état présent à un état futur, puisque de toute façon, le but ne sera jamais réalisé. Donc ça détend déjà beaucoup, ça enlève déjà beaucoup de stress. Je parle du grand but, du vrai but, du but universel. Je ne parle pas de nos petits objectifs personnels. Donc ce but-là, je ne l'atteindrai pas, je n'ai pas à comparer un état qui me paraîtrait imparfait maintenant par rapport à un état parfait, puisque l'état parfait, il ne sera pas. Il n'y a pas d'état parfait. Ou plutôt, tout est parfait. Tous les états sont déjà parfaits. Le but, il est là, mais il n'est pas réalisé. Donc il n'y a pas de perfection à laquelle je peux comparer une imperfection. Toutes les imperfections sont là uniquement pour permettre, petit à petit, de progresser vers ce but. Donc toutes sont parfaites. Donc c'est toujours pareil que pour l'amour de soi, où j'ai confiance dans ce but et dans le fait que je suis cette énergie, j'y vais de toute façon sans jamais pouvoir l'atteindre, ou bien je n'ai pas confiance parce que je n'ai pas compris ce but, je n'ai pas compris ce que c'est que l'énergie, et dans ce cas-là, les objectifs que je me donne au niveau de l'ego, il n'y a rien d'autre d'important. C'est ça qui va occuper tout le terrain, et je vais être toujours en train de me comparer à ce que j'aurais pu faire, me comparer à ce que j'aurais pu être. Et ça, c'est aussi exclusivement une question de méconnaissance ou d'incompréhension du but, et donc d'incompréhension métaphysique. C'est bien évident. Il y a tout lieu d'agir en fonction de ça. Je vais vers ce but, je suis fait pour ça, c'est mon bien, c'est le souverain bien, comme disait Kant, c'est l'absolu vers lequel je vais. Si je n'y vais pas, je suis en lutte contre moi-même, et c'est idiot. Donc, si je ne vais pas dans le sens de la paix, c'est dommage. J'ai toute raison d'y aller. Mais j'ai des raisons d'y aller à partir du moment où j'ai compris. Tant que je n'ai pas compris, comment pourrais-je y aller vraiment? Et donc je ne peux pas juger que quelqu'un fait du mal, puisque s'il fait du mal, c'est parce qu'il n'a pas compris. Et s'il avait compris, il ferait autre chose. Mais d'un point de vue philosophique, c'est immédiat. Si j'ai compris, je fais. Une métaphysique qui ne s'appliquerait pas n'a aucun sens, et qui ne serait pas suivie des faits, c'est que ce n'est pas de la philosophie. Et inversement, si quelque chose ne va pas vers la paix ou vers la réalisation ou le bien du tout, c'est qu'il n'y a pas de philosophie, c'est qu'il n'y a pas de compréhension. Oui, Franck, comment expliquer qu'aujourd'hui la notion de Big Bang reste encore très très ancrée dans l'inconscient collectif, alors que manifestement, avec les explications qu'on commence à avoir de plus en plus avec la métaphysique, on s'aperçoit que non, quelque part c'est un non-sens. Et comment expliquer que cette idée soit toujours aussi tenace? Elle n'est pas tenace, il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient. Il y a très peu de gens qui y croient, même dans les milieux scientifiques, il y a très peu de gens qui y croient. Ils savent tous que ça ne tient pas debout, mais ils n'ont pas autre chose à se mettre sous la dent, donc il faut bien avoir une explication et donner une explication au public, et le public prend ce qu'on lui donne. Oui. Parce que le public n'a pas le temps de se poser trop de questions. Mais si tu faisais un sondage dans la rue, si les gens croient au Big Bang, il y en a qui disent c'est ce qu'on m'a appris, mais ils ne diraient pas forcément qu'ils y croient. Ils ne se diraient pas je suis le produit d'une explosion ou je suis le produit d'un hasard. Ça paraît complètement saugrenu. Et d'ailleurs, depuis toujours, 90% des gens ont une vision spirituelle de la vie. Et ils remettent ça à Dieu, en général. Mais 90% de la population mondiale
elle est plutôt déiste, c'est-à-dire qu'elle dit plutôt il y a quelque chose qui régit tout ça, il y a quelque chose qui impose tout ça, il y a quelque chose qui organise tout ça, et non pas un hasard qui fait boum, et qui ferait pchit d'ailleurs. Ce sera le grand pchit plus que le grand boom, parce qu'une explosion ne peut rien donner, comme disait M. Calmont, un ami à nous. Il disait c'est pas l'explosion d'une imprimerie qui va faire naître une bibliothèque. Hein. On peut faire exploser toutes les imprimeries qu'on voudra, ça ne fera jamais un livre. Et nous sommes des choses qui ne sont absolument pas liées au hasard. Il n'y a pas un élément dans nos vies dont on puisse dire cela est lié au hasard. Il n'y a pas une cellule dans notre corps, par exemple, ou dans les corps des arbres et des animaux, etc. Il n'y a pas une cellule qui ne joue pas très précisément son rôle. Elle ne peut jouer que ce rôle-là, elle le joue. Et elle le joue d'instant en instant. Ce qui veut bien dire qu'elle a un but. Chacune a son but, chacune a sa destination. Il y en a qui vont faire des cheveux, il y en a qui vont faire de la digestion, il y en a qui vont faire du sang, il y en a qui vont faire, etc. Et elles ont chacune leur destination, leur but. Et à chaque instant, elles gardent cette destination, elles ont toujours ce but d'instant en instant. Ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas de hasard. Parce que s'il y avait un hasard, il pourrait y avoir maintenant une cellule, par miracle, qui serait née quelque part, mais 2 minutes après, il n'y en aurait plus. Pas pourquoi elle durerait, pourquoi elle continuerait de faire son travail, pourquoi elle se nourrirait, pourquoi elle chercherait à survivre. Ça n'a pas de sens. On ne cherche pas à survivre si on est issu du hasard. Et voilà. Donc ça, ce n'est que des points de vue philosophiques, mais sur un point de vue technique, ou sur un point de vue scientifique, ou sur un point de vue physique, les causes, les raisons pour lesquelles il n'y a pas de Big Bang possible, et qu'en aucun cas un Big Bang ne peut donner naissance à l'univers, elles sont légion. On pourrait en parler pendant 8 jours, et on n'aurait jamais fini de faire la liste de toutes les incohérences d'une telle théorie. Bon, aujourd'hui, la plupart des physiciens le savent très bien, et ne sont pas du tout attachés à cela. D'ailleurs, les théories du Big Bang, il y en a des nouvelles tous les jours, ce qui montre bien que, comme la matière noire ou l'énergie sombre, c'est la bouteille à l'encre.